calme est revenu à Guiglo après les violences intercommunautaires survenues hier, violences qui ont fait plusieurs blessés, dont 2 graves. Le portrait jeune de ce samedi est celui de René Cassi, maquilleuse professionnelle, son parcours dans ce journal. Un bandit abattu aujourd'hui par les éléments de la police, c'était au cours d'une tentative de cambriolage d'un établissement scolaire privé dans la commune de Yopougon. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. En images, le calme est revenu à Guiglo après les violences intercommunautaires survenues hier. Des jeunes autochtones ont tenté de déloger les déplacés baoulés installés à la préfecture et au centre social de cette ville de l'Ouest. Les violences ont fait plusieurs blessés, dont 2 graves. Le gouvernement a dépêché une délégation sur place pour résoudre le problème. Elle est conduite par la ministre Anne Ouloto. Ce nouveau rebondissement dans ce conflit complique, il faut le dire, le retour des déplacés dans leurs plantations. Après les violences fin septembre entre planteurs allochtones et leurs tuteurs les guérés, une forte colonie de planteurs de la région d'Unzi a fui. Eugène Atoubé sur les traces de ces déplacés. Des enfants, des femmes avec leurs bébés, seuls ou accompagnés, des jeunes et des personnes âgées. C'est une colonie d'environ 100 personnes qui est arrivée de la région de Guiglo, fuyant les violences intercommunautaires. Dès leur arrivée à Dimbokro, ils ont été accueillis au centre social de la localité avant que les différents ménages qui forment cette colonie de déplacés ne regagnent leurs villages respectifs. Ils ont reçu les premières aides, notamment de la nourriture, après de longues heures d'un voyage effectué à leur corps défendant. J'ai mobilisé mes collaborateurs pour déjà leur apporter les premiers soutiens, le soutien psychosocial et puis leur apporter le réconfort qu'il faut, les mettre en confiance, leur redonner espoir à la vie. C'est la mort dans l'âme que les déplacés de Guiglo ont dû fuir leurs plantations et campements. En cette période de traite cacaoyère, leur tristesse n'est que plus grande à l'idée que derrière eux, toute une année de dur labeur risque d'être perdue. Et c'est pourquoi leur souhait, tel que formulé devant la secrétaire générale de préfecture de Dimbokro, V. Brigitte Kosonou, est que la situation soit réglée au plus tôt, afin qu'ils y retournent. On est sorti là, avec la même vie, nos enfants qui vont à l'école, on est perdu. Il n'y a pas un enfant qui va partir à l'école. Parce qu'au village, on n'a rien ici. Si tu vas te donner crédit, tu vas mettre ton enfant à l'école. La présence des déplacés de Guiglo au centre social de Dimbokro comme transit n'aura duré que quelques heures, le temps que les autorités préfectorales de Dimbokro leur affrètent un véhicule qui les dépose dans leurs différents villages d'origine. Quand ils quittaient leur centre d'accueil provisoire, il était 19h. Elle est issue d'une famille modeste, très tôt déscolarisée. Tout semblait condamné. René Cassi a une existence précaire. À force d'abnégation et de travail, elle a pu réaliser son rêve, celui de maquilleuse professionnelle. Son portrait est signé Dangui Dangui. Abidjan, Cocody Riviera 3, route du lycée français. Il est 10h30. Renée, esthéticienne maquilleuse professionnelle, vient d'arriver. Elle regagne aussitôt le premier étage de cet immeuble qui abrite son entreprise de maquillage. Dans cet univers enchanté d'une dizaine de mètres carrés, les formes, les couleurs, les images, les gestes, quasiment tout se conjugue en mode maquillage. Tout ici parle le même langage, celui de la beauté poussée aux limites de la perfection. Les empreintes de la maîtresse des lieux ne sont jamais loin. C'est bien elle qui a maquillé ces jeunes filles à la une de ces revues et magazines de renom destinés à distraire ses clientes en attente. Quand une cliente frappe à la porte, Renée sait tout de suite que les choses sérieuses doivent commencer et elle se met aussitôt à la tâche. Au bout d'une trentaine de minutes, la cliente se redécouvre plus belle qu'à son arrivée au salon il y a quelques instants. Lorsque je viens la voir, je suis tout le temps sublimée et puis soft, pas très chargée. C'est l'œuvre de Renée, maquilleuse professionnelle, dont la jeunesse et l'enthousiasme cachent bien une vie qui n'a pourtant pas été un fleuve tranquille. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à avoir de l'acné. J'étais tellement complexée. J'ai commencé à me cacher pour me maquiller, commencer à mettre du fond de teint. Donc j'ai pris une passion, un plaisir de le faire tout le temps. Même après, quand je n'ai plus de boutons. 2 ans après, je me suis inscrite en esthétique.
Né à partir d'un simple concours de circonstances, sa passion pour le maquillage s'est alimentée d'une volonté farouche de réussir avant de s'enraciner dans une détermination à toute épreuve. Je n'ai pas voulu que ce rêve meure. Je me suis réveillée, même avec 2 enfants. Je suis encore repartie sur le banc, mais à l'école d'esthétique, pour vraiment avoir un diplôme, une bonne formation, parce que je n'avais aucun niveau. J'ai eu mon CAP en poche. Aujourd'hui, avec la tête haute, je peux dire que je suis esthéticienne maquilleuse professionnelle et c'est avec fierté que je le dis. Ce qui m'a permis de réussir, c'est la détermination et puis mes enfants et le rêve de vouloir réussir, de vouloir être grande. Depuis quelques années, Renée fait rêver d'autres jeunes filles. Elle suscite même des vocations. J'avais déjà entendu parler d'elle et puis je voyais aussi son travail. Elle travaille super bien. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses aussi avec elle. Et puis, avec elle, j'ai appris à former, c'est-à-dire à former des personnes qui veulent apprendre à se maquiller. C'est une personne merveilleuse qui donne beaucoup de conseils. À aller de l'avant, elle booste, même si les paroles sont un peu dures, mais c'est plutôt pousser à aller de l'avant. C'est qu'une personne sensible, que gentille, c'est comme toute une personne adorable. Autant de témoignages qui donnent des ailes à Renée pour voler dans le ciel des meilleures esthéticiennes, maquilleuses professionnelles de sa génération. Mon rêve, créer une école, expliquer pourquoi se maquiller, expliquer comment se maquiller. Pour réaliser son rêve, Renée mise sur le travail bien fait. Les inscriptions aux différents examens pour l'année académique 2017-2018 ont démarré selon le calendrier scolaire depuis le 16 octobre dernier. Elles concernent les élèves du CM2, de la classe de 3e et de la terminale. On écoute les précisions de Grace Kando. Un mois après la rentrée scolaire, l'heure est en ce moment à une autre étape du calendrier scolaire. Il s'agit des inscriptions aux examens scolaires à session 2018. Ces inscriptions ont démarré depuis le 16 octobre pour s'achever le 15 décembre prochain. Elles concernent les élèves des classes du CM2, de 3e et de terminale, ainsi que les prétendants à la candidature libre. L'inscription aux examens scolaires s'effectue en 3 grandes étapes. La préinscription via le site de la DECO, www.men-deco.org. Le paiement au trésor des droits d'examen collectés par l'établissement auprès des élèves ou acquittés par les prétendants à la candidature libre eux-mêmes à raison de 500 francs pour le CEP, 2000 francs pour le BEPC, 5000 francs pour le baccalauréat. Enfin, la validation des candidatures dans les directions régionales ou départementales. Des recommandations ont été faites à tous ceux et celles concernés par le processus. Les IEP, les chefs de circonscription primaire, les chefs d'établissement, ils doivent s'assurer que tous les élèves des classes d'examen figurent dans le fichier des préinscrits sur les plateformes AGCP et AGCE. L'inscription en ligne de chaque élève doit absolument avoir été faite à la rentrée scolaire pour les élèves de 3e et de terminale. Aux prétendants à la candidature libre, ils doivent se préinscrire eux-mêmes directement sur les plateformes et imprimer leur fiche de préinscription, puis s'acquitter des droits d'examen au trésor et enfin se rendre dans les drains d'Eden pour valider leur inscription dans les délais. Selon le directeur des examens et concours, ces dernières années, l'organisation des examens scolaires est à l'ère du numérique. Les évaluations de fin d'année se font via le net. Un bandit abattu et 2 en fuite aujourd'hui dans la commune de Yopougon. Les éléments du 16e arrondissement ont pu mettre en déroute ce gang qui tentait de cambrioler un établissement scolaire privé. Le reportage de Dangui Dangui. Fin tragique d'un bandit de grand chemin. Sa dernière activité aura été la tentative de braquage de cet établissement scolaire de Yopougon-Sidessi, terminus 42. Son pistolet automatique, son arrache-clou et ses amulettes n'ont pas réussi à le sortir vivant
de l'échange de tirs avec les éléments du commissariat du 16e arrondissement. Depuis une semaine, nous assistons à des attaques des établissements scolaires dans la commune de Yopougon. Donc nous avons décidé de prendre les taureaux par les cornes et de faire des désignations statiques dans les établissements. Et donc ce matin, aux environs de 4-5 heures du matin, 2 individus ont escaladé la clôture du collège armés de pistolets automatiques pour tenter de cambrioler cet établissement. Et nos éléments du commissariat du 16e arrondissement qui étaient postés ont riposté et ils ont réussi à abattre l'un des bandits. Le second a pu prendre la fuite. Les recherches se poursuivent en vue de son arrestation. Les populations, elles, se disent soulagées d'en être enfin débarrassées. Je félicite les forces de l'ordre. Cette fois-ci, au moins, il y a eu une réaction vive. Ça fait 3 fois, c'est la 3e fois qu'on vient attaquer. Donc cette fois-ci, ce matin, quand on est venu, on a vu ça. On était très contente. Parce qu'on a vu, on était 2 personnes, l'autre a s'enfui et le deuxième a été abattu. On était vraiment très contente. Ce bandit n'était pas seul au moment de son forfait. Son acolyte a pu s'enfuir, mais la police est sur ses traces et dit compter sur la collaboration de la population pour le mettre rapidement hors d'état de nuire. Hors de chez nous, on part au Liban où une coopérative propose une alternative à la culture du cannabis, une agriculture lucrative et légale au lieu et place du cannabis. Au Liban, la vigne supplante le cannabis. Regardez. Les vendanges passées, Michel inspecte son vignoble dans la plaine fertile de la Bekaa dans l'est du Liban. Il n'y a pas si longtemps, ce militaire à la retraite cultivait encore du cannabis. Malgré les risques de peine de prison, des milliers d'hectares de chanvre sont cultivés dans la Bekaa, une industrie illégale qui représente des centaines de millions de dollars. Et ici, à Der El Ahmar, une petite coopérative tente de convaincre les cultivateurs qu'il existe une culture de substitution. En comparaison avec les revenus du hashish, les revenus du raisin sont plus importants pour l'agriculteur. En termes de surface agricole, la même surface produit 2 fois plus de raisins que de hashish. 220 agriculteurs ont déjà suivi les traces de Michel dans la région et produisent du raisin bio. Mais de l'autre côté de la route, une petite plantation de cannabis survit, entourée de vignes. Pour le directeur de la coopérative, les agriculteurs ne veulent plus vivre dans la peur et l'illégalité. Apporter une culture alternative qui pousse et qui rapporte, et plus personne ne veut faire pousser du cannabis. Les gens ne veulent pas cultiver du cannabis, et nous en sommes la preuve. Pourquoi? Parce que ce type de vie hors la loi, ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas élever vos enfants, prendre soin de votre famille, vous ne connaissez pas votre avenir. Avec des prêts, la coopérative aide les cultivateurs à réhabiliter leurs champs et à planter de la vigne. Les 400 tonnes de raisins récoltés en 2017 sont en majorité vendus aux grands producteurs viticoles libanais. Mais timidement, la coopérative se lance dans la production de son propre vin. On a commencé ce projet en 2009 parce que nous avions entre les mains un très bon raisin. Et plutôt que de le vendre à différents vignerons, pourquoi ne pas faire notre propre vin en lui donnant le nom de notre village? En 2017, les vignes de Der El Ahmar ont produit 100 000 bouteilles, 10 fois plus qu'à leur début. Une goutte d'eau par rapport aux 8 millions de bouteilles par an produites au Liban. Voilà qui marque la fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.